Bonsoir à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS et Internet comme chaque soir. On connaissait les vols à l'arraché, l'attaque de banques ou de convoyeurs. Il va falloir s'habituer aux vols et au trafic de métaux en tout genre. Ici, pas de bijouterie, mais plutôt de l'industriel, du lourd, puisque nous parlons entre autres du cuivre, du zinc, de l'acier ou encore du nickel. Plus 45% pour les vols de métaux entre les premiers trimestres 2005 et 2006. Les braqueurs sont violents et organisés. Bref, il y a un marché et les criminels, visiblement, s'adaptent. Nous avons intitulé cette émission « Les nouveaux braquages » et voici les invités qui ont accepté d'y participer en direct. Philippe Schneider est colonel de gendarmerie, vous êtes chef de l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante. L'OCLDI intervient sur tout le territoire contre les bandes organisées qui pratiquent le vol de fret, l'arrachage de distributeurs de billets et d'une manière générale tous les vols avec violence. Jean-Jacques Richard est lui directeur de la sûreté chez TNT Express France. Vous présidez par ailleurs la commission sûreté de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France. Cette fédération réunit 5000 entreprises et 270 000 salariés. On y trouve toute la chaîne du transport et de la logistique. Enfin, Emmanuel H. est économiste. Vous travaillez au Centre économie et gestion de l'IFP, l'Institut français du pétrole. Vous avez été par ailleurs responsable des matières premières au Centre d'observation économique de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Philippe Schneider, on va commencer avec vous. Le vol de métaux a toujours existé, mais là on a l'impression que ça s'envole, c'est toujours plus dans les quantités, dans les bandes organisées. Voilà. Est-ce qu'on est bien rentré dans cette phase-là ? Actuellement, on est rentré dans cette phase-là en raison du prix, du cours des métaux. C'est vrai que le vol de métaux a toujours existé, mais c'était, je dirais, du chapardage, du chinage et puis du vol simple. Aujourd'hui, très clairement, on s'aperçoit que les bandes organisées classiques sont de plus en plus violentes. Donc, effectivement, une augmentation en nombre et une augmentation aussi en manière d'opérer qui devient de plus en plus dure. Pour faire simple, on va dire qu'avant, on prenait éventuellement une encadrure de fenêtre sur un chantier quand on y travaillait. Là, on se rend compte qu'il y a des bandes organisées qui font des vraies interventions et puis sur du métaux qui a une valeur, quoi. Ça passe du chapardage, on va dire, au crime organisé. Il y a toujours le chapardage, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a du crime organisé. On va à la séquestration de conducteurs de poids lourds et on va à l'attaque d'établissements, attaque à main armée avec séquestration des employés. Vous pouvez nous rappeler ce chiffre que je citais rapidement en début d'émission entre les premiers trimestres 2005 et 2006 ? Alors, en ce qui concerne les vols de métaux, effectivement, entre 2005 et 2006, on a pratiquement 50% d'augmentation. Mais c'est énorme. C'est énorme, effectivement, et c'est principalement le cuivre qui est le plus touché. Bon. Le problème, c'est qu'avant, on avait l'impression que c'était quelque chose qui paraissait maîtrisé et que là, visiblement aussi, on a des bandes plus violentes. Est-ce qu'on peut rendre compte de la situation comme ça ? Tout à fait. Jusqu'à présent, comme vous disiez, on volait l'encadrement de fenêtres, on volait des déchets sur les chantiers. Aujourd'hui, on s'attaque à des camions qui transportent des tourets, des bobines de 25 tonnes de cuivre. On vole les caténaires sous tension, on vole toutes sortes de choses que l'on ne prenait pas auparavant. Bon, vous constatez la même chose chez TNT ? Oui, tout à fait. Alors, on ne transporte pas forcément du métal comme le colonel Schneider l'a décrit, mais nous transportons du fret. Et par conséquent, et de facto, nous sommes confrontés aux mêmes acteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les acteurs qui s'attaquent aujourd'hui aux métaux s'attaqueront demain aux camions de DVD ou de téléphonie et qu'ils ne font que répondre à une demande sporadique. Donc vous êtes en train de nous dire gentiment qu'on va voir des camions de téléviseurs LCD et plasma disparaître d'ici le début de la Coupe du Monde. Enfin, voilà, c'est dans cette logique-là. On pourrait être dans cette, on pourrait effectivement. Je m'adapte moi aussi. Oui, tout à fait. On peut être dans cette logique-là, tout à fait. Au même titre qu'en fait, durant les fêtes de fin d'année, il y a une augmentation tout à fait substantielle des vols de DVD, magnétoscopes et autres, et spiritueux. Mais Philippe Schneider, est-ce que ce qu'on décrit là, c'est nouveau ou est-ce que ça a toujours existé, mais simplement ça prend de l'ampleur en quantité, dans ce que j'appelais tout à l'heure le règne du toujours plus? Ça prend de l'ampleur en quantité, mais en quantité, on a tous les chiffres. C'est-à-dire qu'on a aussi bien le vol simple qui a toujours existé, qui augmente parce qu'il y a évidemment un intérêt à voler. Mais ce qui est grave, c'est qu'en fait, on arrive à des situations beaucoup plus importantes en termes d'infraction. C'est-à-dire qu'on est dans le vol à main armée, on est dans l'enlèvement et la séquestration d'un conducteur. Ça, c'est nouveau. Pour les métaux, ça se connaissait pour les spiritueux, ça se connaissait pour les produits de luxe, les produits de maroquinerie ou autres, mais jamais pour les métaux. J'ai vu là aujourd'hui que je passe à autre chose justement, parce qu'on est habitué au vol j'allais vous dire au braquage traditionnel, mais je vois que l'or a encore énormément augmenté avec 700 $ l'once à New York. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre mécaniquement d'une certaine façon? Parce que moi, ce qui me frappe, c'est que vous nous parlez de tout ça comme d'une loi de marché traditionnelle,
Donc évidemment, la criminalité répond aux lois du marché, mais est-ce qu'il faut s'attendre, quand on voit que l'or augmente, à ce qu'il y ait à nouveau des braquages de petites bijouteries de quartier? Est-ce que c'est aussi mécanique que ça? C'est pas aussi mécanique que ça. En ce qui concerne l'or, non, mais parce que l'or, c'est aussi plus difficile. L'or, c'est protégé, on ne le trouve pas n'importe où. Hein. Il y a quand même tout un dispositif de sécurité autour des bijouteries, y compris des bijouteries de quartier. Aujourd'hui, c'est vrai que le transport de métaux par fret ou dans les systèmes de déchetterie n'a pas de protection particulière. À l'origine de tout ce dont nous parlons ce soir en ce qui concerne les métaux dits non ferreux, je citais le cuivre, enfin l'acier, voilà, ces choses auxquelles on ne pense pas habituellement. C'est l'augmentation des prix qui a le boom des cours? Écoutez, moi, on le pense. Hein, si vous voulez, aujourd'hui, pour vous donner un exemple, un camion qui transporte une bobine de 25 tonnes de cuivre est revendu au marché noir, si vous voulez, 87 000 €. C'est quand même un beau bénéfice pour un risque minime s'il y a simplement un vol de camion. Oui. Donc là aussi, adaptation au marché. Bon, ça a pris des proportions énormes, l'augmentation de tous ces métaux. Emmanuel H. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, je pense qu'il ne faut pas rester sur la période actuelle, c'est-à-dire janvier 2006, premier trimestre 2006. On a une euphorie sur les marchés de matières premières depuis environ 5 ans. Ouais. Cette euphorie, elle est là, elle s'est renforcée encore au premier trimestre 2006, par exemple. Bon, les cours du cuivre qui ont été multipliés par 5 entre 2001 et 2006, c'est quand même déjà énorme, ont pris 90% depuis le début janvier 2006. Vous avez sur l'aluminium, les cours sur les 5 dernières années ont été multipliés par 2, le zinc par 4, le nickel par 3,5. Vous avez des augmentations de prix qui sont phénoménales sur les marchés de matières premières. Alors, si on veut voir pourquoi on a une augmentation de prix de matières premières comme ça, tout d'abord, on pourrait évoquer ce que j'appellerais un petit peu la revanche des matières premières. Alors, revanche des matières premières, parce que, si vous voulez, dans la décennie 90, on a eu un discours sur les nouvelles technologies, la croissance allait être fondée uniquement sur du virtuel, entre guillemets. Donc, nos producteurs de métaux non ferreux ont tout simplement rationalisé leur outil de production, ils ont restructuré. La production, elle a diminué, elle a décéléré. Le problème, c'est que quand la demande est repartie à partir de l'année 2001, eh ben, la production n'a pas pu répondre à cette demande. Donc en gros, il y a une vengeance du dur et du lourd, en quelque sorte, enfin une sorte de rééquilibrage. Mais c'est quoi? On dit que c'est le boom de l'économie asiatique, en particulier chinoise, qui est à l'origine de tout ça. C'est vrai? Ah mais complètement, complètement. Alors, on ne peut pas dire que c'est uniquement la Chine. Il y a un mouvement économique mondial, il y a une forte reprise économique mondiale depuis 2001. On a des taux de croissance de 5% en 2004, 5% cette année. Mais à l'intérieur de ça, on a quand même la Chine. Et quand l'ogre chinois vient sur le marché des matières premières, quand il s'invite à la table, il est là, il participe au festin. Et je peux vous dire que on est un petit peu comme sur les marchés financiers. Si vous voulez, la Chine fait une OPA sur les marchés de matières premières. Et comme sur un marché financier, quand elle rentre sur un marché, eh ben, le prix des actions monte. Et ben là, ce sont les prix des matières premières qui montent. On dit qu'on vole régulièrement les plaques d'égout à Hong Kong. Tout à fait. On vole des plaques d'égout, on vole des panneaux de signalisation routière. On vole, il y a une période entre 2002 et 2004, ce n'est pas les métaux non ferreux, mais c'est les vieux papiers par exemple. On volait dans les décharges les vieux papiers pour les réacheminer en Chine, pour permettre de les retraiter, de faire du carton papier. Alors justement, elles sont les premières concernées par cette nouvelle criminalité. Nous allons vous parler tout d'abord des entreprises, en particulier celles du BTP, le bâtiment et les travaux publics, et aussi forcément des transports, bobines de cuivre, toitures en zinc. On recompte le stock tous les matins dans ces entreprises, sans oublier éventuellement les braquages en cours de livraison. Sébastien Dordilly, Gwenlawen Le Gouil. Sur chaque chantier, c'est maintenant la première chose qu'ils regardent. Un nouveau rituel, vérifier quels câbles électriques ont disparu dans la nuit. Je regarde ce qu'on nous a volé. Des vols même à 30 mètres de haut, la tendance est récente, pile depuis la flambée des cours. Alors, ce qu'on nous a volé, ce sont les câbles qui alimentent, les moteurs en haut du mât. Et les câbles, on nous a sectionné les câbles qui commandent tout ce qui est armoire électrique et commande. Hein. Donc c'est du câble, à la fois du petit câble comme ça,
Le phénomène s'est accéléré et est quasiment presque quotidien depuis le début du mois, c'est-à-dire depuis que l'augmentation du cuivre au niveau... il y a une augmentation de cuivre à peu près de 20%. Ça, et vous avez senti, ça saute. c'est incroyable. Aujourd'hui, on ne sait plus sur quel chantier ça va tomber. Je veux dire, depuis le début mai, on s'est fait voler au moins sur 5 chantiers différents. Et mes collègues, mes confrères, que ce soit Timelec ou Cuvelier, c'est exactement pareil. Ils n'hésitent pas et on coupe avec n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on arrive sur une grue, on prend une brique, une barre de fer et on coupe. À peine volés, ces câbles sont fondus. Le cuivre brut est ensuite revendu au kilo, 50 € environ pour ce butin, et un chantier bloqué toute une semaine. Alors les professionnels font déjà leurs calculs. Au final, ce sont les acheteurs qui devront payer. Le pire, c'est que nous, on est spécialisés dans les logements individuels et au niveau des logements, et que tôt ou tard, si le phénomène perdure, ça va se retrouver dans le prix des logements. Donc les gens qui ont déjà du mal à acheter des logements, ça va pas arranger les choses. Il a fallu tout renforcer. Cette entreprise de couverture, c'est maintenant un coffre-fort des métaux. Ici aussi, c'est nouveau. Le moindre bout de zinc est devenu l'objet de toutes les convoitises. Il y a des palettes de zinc, vous voyez, palettes de zinc qui sont arrivées. Et ça, c'est le truc qui se vole aujourd'hui. C'est le truc qui se vole. Alors, ils ne le volent pas en tant que tel, ils le volent carrément sur site. À savoir, c'est déjà usiné, c'est posé, c'est sur le toit et on vient nous le démonter sur le toit. On vous vole des toits? On nous démonte des parties de toiture pour prendre le zinc. Et dans cette entreprise, les dizaines de plaintes pour vol de métaux remplissent maintenant un classeur spécial. 4 bacs d'une longueur de 4,20 m et de largeur 58 cm ont été arrachés, 32 crochets de gouttière. Les vols sont permanents, des murs entiers défoncés pour quelques centimètres de zinc. Alors pour ces entrepreneurs, une protection renforcée est maintenant indispensable. Il n'y a aucun dégât et nous n'avons aucun soupçon et nous pouvons évaluer le montant du préjudice. Et donc, gardiennage, solution gardiennage, parce que ça ne peut pas continuer. Mais le gardiennage, on ne pourra pas le supporter éternellement. Le métal brut, industriel, le nouvel or des voleurs. Les routes du Nord sont ainsi devenues un triangle des Bermudes, des camions de métaux. Il y a moins d'un mois ici, 21 tonnes de cuivre, un camion entier ont disparu, un braquage, comme pour des convoyeurs de fonds. Sur cette aire de parking, le responsable d'une entreprise vient discuter sécurité avec les chauffeurs. Et tous craignent aujourd'hui ces attaques des assaillants du cuivre. On vous a volé déjà de la marchandise. On nous a volé un camion complet. Un camion complet. Ah ouais. Il s'est fait doubler par une voiture. Oui. Hop, il s'est sorti, c'était un policier. Mais ils l'ont fait monter, ils l'ont fait descendre du camion. Ils ont dit tu descends du camion, sinon on t'en met une dans la tête. Ils l'ont mis dans le coffre et ils sont partis avec le camion. Et on a retrouvé le camion 3 ou 4 jours après, le conteneur il était vide. Au premier trimestre, les vols de métaux ont augmenté de 45%. Alors les patrons routiers envisagent de protéger leurs chauffeurs, comme pour le transport de produits sensibles. Aujourd'hui, non seulement, tout est volé, mais les métaux, de par leur rareté, surtout leur cherté, sont aujourd'hui un objet de concupiscence. Avec violence ? Alors, avec violence, et les derniers vols qui ont eu lieu, et notamment celui auquel je fais référence dans la région, c'est fait avec effectivement un braquage. C'est-à-dire qu'on a menacé physiquement un chef d'entreprise, ce qui s'était jamais vu pour ce type, de matériel. Des vols sur la route devenus tellement courants que dans le Nord, plusieurs entreprises l'ont déjà annoncé. C'est fini, elles refusent tout simplement de transporter des métaux. Dans un instant, je vais vous poser quand même une question un peu plus précise de téléspectateurs sur où part tout ce matériel. Mais 2 commentaires sur ce qu'on vient de voir, Philippe Schneider. Un, on a l'impression que déjà tous les professionnels ont en quelque sorte avalisé les choses. C'est dans leur quotidien. Pratiquement, ils ont l'air de trouver ça normal. Est-ce que c'est le révélateur du fait que c'est devenu courant ? C'est devenu courant. C'est effectivement devenu courant. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, on a eu 7 faits de vol de métaux, à la fois en entrepôt et sur des camions. Donc c'est quotidien. Alors les transports... Aujourd'hui, vous relevez 7 sur vos différents pays, vous dites 7 affaires. 7 affaires sur l'ensemble du territoire national.
Donc si tous les jours, on a à peu près ce volume. Mais c'est vrai qu'on va du vol simple, qui est l'ancien chapardage, où on demande à l'industriel de prendre un peu les déchets qui sont là, et à côté, on va prendre les plaques de cuivre qu'il n'a pas voulu nous donner, ou de zinc. Ça existe toujours. Et puis, on a les attaques, comme disait tout à l'heure l'entrepreneur, les attaques pures et simples, en vol à main armée, avec séquestration des conducteurs. Et ça, c'est quand même très nouveau, comme il le disait, pour ce type de produit. Alors, deuxième chose, bon, c'est un commentaire, je vais vous dire, mais ça fait sourire, mais là, on s'attaque aussi à des camionneurs, à des gars qui ne sont pas des petites natures. Voilà, c'est totalement désinhibé. Il suffit d'être armé, quoi. Oui, je crois que c'est pas le rôle du camionneur de s'opposer à une équipe de 3 ou 4 types cagoulés armés d'armes de poing. Donc évidemment, comme pour les autres frettes, quand ça se produit, évidemment, il laisse partir le chargement. Alors on en vient à la question de téléspectateurs qui était la suivante et qui est somme toute logique et assez simple. Qui rachète le butin de ces vols? Que nous disent les enquêtes qui aboutissent? Les enquêtes, c'est clair que les produits, les métaux volés repartent dans le circuit. Alors ils repartent dans le circuit par l'intermédiaire de recycleurs qui sont peu scrupuleux, ça c'est évident. On a régulièrement des arrestations. Et on a encore des opérations en cours. Et puis on pense aussi, mais là on en est moins certain, que ces métaux partant des recycleurs pourraient partir plutôt vers les pays asiatiques, comme le disait tout à l'heure notre autre interlocuteur, plutôt que de revenir dans le circuit français, où là il y a une fédération avec des adhérents qui est quand même bien structurée et quand même très sérieuse. Donc là vous nous dites deux choses. Vous nous dites que les entreprises qui sont les premières victimes sont aussi celles qui exploitent ce marché, visiblement. Non, parce que les entreprises que vous avez... Non, les entreprises que vous avez... Je ne viens pas de vous dire que le transporteur se vole lui-même. Je viens juste de vous dire que les entreprises sont victimes de vol, mais il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui rachètent du matériel volé. Non, ce ne sont pas les entrepreneurs. Les entrepreneurs, eux, sont adhérents de ce qu'on appelle la FEDEM, la Fédération des métaux et des minerais métaux non ferreux. Donc ceux-là, ce sont ceux qui transforment le métal et qui le sortent en barres, en plaques. Ceux-là n'ont rien à voir, à mon avis, dans le dispositif. Il s'agit bien des recycleurs et des récupérateurs. Pour certains d'entre eux... Ça se retrouve, excusez-moi, sur des chantiers de bâtiments et travaux publics à un moment ou un autre. Quand je vole ma bobine de cuivre, ça va se retrouver sur une route ou enfin... Elle est fondue. On refond vraiment. Ah oui, on les refond, oui. Enfin, pour ceux que nous avons du matériel, est-ce que vous nous décrivez? C'est quasiment de l'industriel, même dans les outils qu'on doit utiliser. Bien sûr. Ça ne peut pas être le voleur. Le voleur, lui, n'est que le premier élément. Il vole le camion, il l'emmène là où il sait qu'il pourrait être recelé, qui est en général un recycleur officiel ou travaillant au noir. Et ensuite, ça repart dans le circuit. Alors, soit ça repart pour une certaine partie en France, soit je pense aussi que ça rejoint quelques bateaux qui rejoignent l'Asie. Et qui se mêlent à la masse des produits qui partent officiellement vers l'Asie. On y reviendra avec le troisième reportage de l'émission qui sera consacré aux attaques en quelque sorte de camions, j'allais vous dire de diligence, parce que ça revient un petit peu au même, en tout cas dans l'imaginaire. Là aussi, voilà, les transporteurs routiers, pour vous, ça ne constitue pas de surprise, il y a une vraie... Aucune surprise. Vraiment aucune surprise. C'est un phénomène que nous connaissons bien depuis 1997 maintenant, avec une croissance très très forte jusqu'en 2003. Les attaques en règle qui nous ont été exposées là, ce sont des attaques effectivement avec des faux policiers, des faux douaniers, des faux gendarmes, équipés de scanners, équipés d'armes de poing, avec un vrai modus operandi. Nous avons été victimes en 2004 de ce type d'attaque, et vous avez cité l'attaque de diligence, mais je pense qu'on peut parler d'attaque de diligence. Nous avons été victimes en 2004 de ce type d'attaque sur l'autoroute A1. Le camion a été équipé de GPS, les assaillants étaient au nombre de 11, on séquestrait le chauffeur, on transbordait l'ensemble de la marchandise dans un autre semi-remorque préalablement volé. Et ce qui nous a permis, avec le concours de l'OCLDI et des brigades de recherche, de retrouver la marchandise, c'est que nous avions équipé en balise GPS certains colis dans le camion. C'est-à-dire que les assaillants étaient convaincus que le camion était équipé d'un GPS, d'où le transbordement, mais n'avaient pas pris en compte qu'il y aurait des balises GPS dans les colis. Ça, c'est finaux. C'était des colis de quoi? De matériel informatique, IFI et autres. On reste un petit peu sur le cas qui était évoqué dans le reportage. Comment savez-vous que du matériel se retrouve en Chine? Comment il fait le trajet? J'allais vous dire, quand on ouvre une carte, on se dit c'est loin la Chine pour embarquer des tonnes et des tonnes de matériel. Voilà, expliquez-nous ça. Alors, je ne dis pas la Chine, je dirais l'Asie. Ouais. Plus globalement. C'est loin quand même. Oui, c'est loin quand même. Bon, il y a des bateaux entiers qui transportent ces métaux officiellement vers les pays demandeurs. Et dans ces cargaisons, il nous arrive de retrouver, par exemple, tout simplement une bobine de cuivre qui n'a pas été fondue, qui a été posée comme telle dans le bateau. Donc sur un bateau qui fait je ne sais pas combien de milliers de tonnes de fret, eh bien, vous avez 25 tonnes volées ou plus.
quelle est la nature des criminels qui font ces trafics-là? Comment peut-on décrire, et puis on va poser quelques questions à Xavier Refer, mais voilà, la nature du crime organisé qui est d'abord, est-ce qu'on peut parler de crime organisé et les bandes qu'on retrouve là-dedans? Ou est-ce qu'il y a plusieurs corps de métier? Il y a peut-être des gens qui volent, d'autres qui harcèlent, enfin voilà, je vous laisse... Je crois qu'on peut parler de criminalité organisée au sens où il y a véritablement toute une filière. Il y a le repérage du camion, l'attaque du camion, le vol du camion pour faire un échange de camions, on brûle le camion, et ensuite le produit part dans une deuxième filière qui est celle de la revente ou du recyclage. Donc je pense qu'on peut parler de criminalité organisée. Bon, ce sont des équipes, ce sont des clans, ce sont des familles essentiellement qui sont spécialisées là-dedans. Oui. Xavier Refer, est-ce qu'il faut s'accoutumer à l'idée que tout simplement il y a un marché et que là où il y a un marché, le crime suit automatiquement? Je vais vous répondre, mais d'abord je voulais éclaircir un point, une question qui a été posée tout à l'heure. Vous avez parlé des métiers de recycleurs. Il se trouve que de très longue date, traditionnellement et même depuis le 19e siècle, le métier de ferrailleur est un métier qui, d'ordinaire et le plus souvent, ce n'est pas le cas de tout le monde, est un métier extrêmement opaque où énormément de choses circulent en espèces et ces gens-là ne font pas très souvent la distinction entre une cargaison de provenance honnête de matériaux à recycler ou une cargaison livrée en douce. Donc tout ça est fondu, recyclé et après ça revendu. Et même dans les pays où il y a des vraies mafias, le sud de l'Italie et la côte est des États-Unis, le métier de ferrailleur est un métier mafieux parce que ça offre plusieurs avantages. Premièrement, celui de recycler des métaux. Deuxièmement, de faire circuler beaucoup de sommes en espèces, mais également, quand vous avez une machine qui compresse des tonnes de matériaux à titre de déchets, quand vous avez un cadavre dont vous voulez vous débarrasser, ce qui se produit souvent, c'est bien utile. Et c'est ainsi qu'au moment où il a fallu débarrasser les milliers de tonnes de métal du World Trade Center, l'homme qui a téléphoné au maire de New York, à M. Giuliani, qui était le beau-frère du chef de la famille Gambino, à l'époque John Gotti, dont son gendre, le mari de sa fille, a téléphoné en disant, vous savez, on peut vous débarrasser des métaux... Ah non, les matériaux... Attendez, vous nous dites qu'il y a un chef de la mafia qui a eu le toupet d'appeler le maire de New York après la chute des 2 tours pour leur dire, on peut peut-être vous aider à prendre les débris. Et mieux que ça, ils l'ont fait après ça. Naturellement, Giuliani, qui sait ce que c'est qu'un mafieux, étant lui-même d'origine italienne, a dit merci mais non merci. Et les camions des mafieux ont volé des milliers de tonnes de métal à Ground Zero. Donc vous voyez... C'est attesté ça. Il y a des procès verbaux, il y a tout ce qu'on veut, bien entendu. Dans les 5 familles mafieuses de New York, il y a les non-ferreux, c'est l'apanage de 2 familles, Gambino et Lucchese, et ils font ça depuis des générations. Et c'est un des métiers de couverture, ça fournit des emplois bidons pour des gens qui ont des activités illicites. Et je vous dis, en plus, quand le cadavre a été compressé dans une tonne de milliers de tonnes, la plus grosse presse qui sert à malaxer les métaux une fois qu'on les amène sur le site du ferrailleur de la côte Est appartient au gendre de John Gotti, donc à un mafieux avéré, à jour de cotisation, connu, fiché à la police et autres. Donc ce sont des métiers fort opaques. Maintenant, pour en revenir à ce que vous disiez, cette histoire de vol de métaux, elle nous confirme quelque chose qu'on sait, nous les criminologues, à savoir que les gangsters, les voyous, que ce soit des mafieux immenses et aristocratie criminelle, aristocratie entre guillemets quand même, ou alors une simple bande, ce sont des gens parfaitement opportunistes. Ils n'ont pas de métier. Chaque fois que quelque chose peut rapporter de l'argent illicitement, ils se précipitent dessus. Donc vous avez des bandes opportunistes qui se joignent à des gens dont c'est traditionnellement le fonds de commerce voilà. Mais tout de suite, et c'est la raison pour laquelle ça augmente, c'est qu'il y a des nouveaux qui arrivent à l'intérieur du jeu. Et deuxièmement, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'il y a 2 ou 3 métiers qui sont des métiers d'entrée dans la carrière criminelle. Avant d'acheter 500 kilos de cocaïne et de le revendre et de faire fortune, il faut avoir les sous, parce que le type qui va vous vendre 100 kilos d'héroïne et 200 kilos de cocaïne, au cas, je vous signale le fait, au cas où vous voudriez vous recycler, il ne fait pas crédit, n'est-ce pas ? Il ne va pas vous avancer les sous. Donc il faut avoir un capital. Comme ça, non, il faut un capital de départ. Le gros narcotrafiquant est un métier qui demande un capital. Et donc le capital, vous le faites comment ? Vous le faites avec la prostitution, parce que là, vous pouvez faire 1 euro avec 0 €. Vous prenez des filles, vous les prostituez. 10 prostituées sur le périphérique autour de Paris, ça rapporte 500 000 € en un an de bénéfices. Et donc, avec les 500 000 €, vous avez de quoi vous acheter quelques kilos de cocaïne ou d'héroïne. Deuxièmement, vous avez le racket, mais là, il faut être implanté sur un territoire donné. Et troisièmement, vous avez ce qui s'appelle les vols sur autoroute.
c'est un signal très fort qu'une nouvelle génération de criminels est en train de se mettre en place. Pardonnez-moi, la criminalité dont nous parlons ce soir, qui pour beaucoup de téléspectateurs, alors pour vous les spécialistes, elle va de soi, mais qui pour beaucoup de spectateurs est une découverte, notamment concernant ces métaux qu'on vole, vous nous dites, c'est le révélateur d'une nouvelle génération qui passe aux affaires, et c'est inquiétant en tant que tel. Eh bien, la nature du business, si je puis dire. Oui, parce qu'en dehors des gens qui font ça d'ordinaire, il y a une forte augmentation. Une forte augmentation, ça peut s'expliquer de deux manières. Que les mêmes font beaucoup plus de choses qu'avant, c'est peu crédible, ou alors qu'il y ait des nouveaux qui sont rentrés. Et les nouveaux qui sont rentrés sur le territoire, et on le voit notamment dans des pays où il y a une observation de ces phénomènes au niveau analytique plus précise qu'en France, comme par exemple en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique, surtout en Belgique, on s'aperçoit que les vols de camions sont le fait d'Albanais et maintenant de Tchétchènes, qui arrivent à faire ces choses-là, parce que ça ne demande aucune espèce de génie particulier, aucune connaissance de la langue. C'est quelque chose que vous pouvez faire en débarquant dans un pays. Et les voitures qui sont volées par carjacking, vous savez, on arrête la voiture à un feu rouge, on sort le bonhomme et puis on vole la voiture. Elles sont revendues encore chaudes, le moteur encore chaud, et les cargaisons des camions sont revendues immédiatement à des prix absolument cassés, absolument bradés, pour réunir ce capital de départ qui, après ça, permettra de se lancer dans le grand business criminel. Philippe Schneider, il y a peut-être quelque chose qu'on a oublié de dire depuis le début de cette émission, mais qui devient logique en écoutant Xavier Refer, c'est qu'on parle quand même d'un commerce qui est forcément rentable. Ça marche. C'est un commerce rentable. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un camion, je ne peux pas citer d'affaires, mais simplement à titre anecdotique, un camion 25 tonnes a été acheté, comme disait monsieur tout à l'heure, en argent sonnant et trébuchant dans l'entreprise, à hauteur de 87 000 €. Et il n'est pas rare de voir, parce que les recycleurs ont l'obligation de tenir un livre de police, exactement comme les antiquaires ou les brocanteurs. On doit trouver le nom des personnes ayant livré, ceux qu'ils ont livrés, la quantité livrée et le prix payé. Eh bien, vous avez des gens qui aujourd'hui ne déclarent aucun revenu et qui touchent les dernières affaires auxquelles je pense, en 8 mois, en 55 000 €. Alors, à l'origine de tout cela, nous vous l'avons dit au début de cette émission, le formidable boom sur les métaux non ferreux. Nickel, cuivre, zinc, aluminium ou encore plomb et étain. Le cuivre, par exemple, est passé de 1 500 $ la tonne à 8 700 en 5 ans. Tout cela avec l'aide, évidemment, des spéculateurs. Reportage à la Bourse de Londres, Laurence Deleur, Maxime Liogier. Au pied du Parlement de Londres, une statue d'Henry Moore. Celle-ci est toujours plantée sur son socle, mais une autre œuvre du célèbre artiste britannique a disparu, elle, en décembre dernier. Volée la nuit en 10 minutes, alors qu'elle pesait plus de 2 tonnes. Un travail de spécialiste, selon cet ancien directeur de la brigade de Scotland Yard, spécialisée dans les vols d'art. Vous imaginez bien que pour voler des statues aussi grandes, il faut une équipe de professionnels. Ils ont eu besoin d'une mini-grue pour soulever un tel poids de bronze sans l'abîmer. Et ils l'ont ensuite déplacé dans un camion. Et encore, cette statue-là est moins grande que celle qui a été volée. En 6 mois, 20 sculptures de bronze ont été volées dans la capitale anglaise et ses environs. Des forces spéciales sont sur les dents et envisagent un étrange mobile, la revente de ces œuvres d'art au poids, après les avoir fondues. À Londres, les prix fous des métaux font tourner la tête plus qu'ailleurs. Car c'est ici, au cœur de la City, que réside le premier marché mondial des métaux non ferreux, le LME. Autour du ring, les traders sont en costume mais ne sont pas là pour faire des politesses. Ils s'arrachent les métaux à prix d'or. La valeur du cuivre a bondi de 140% en un an, celle du zinc de 70%. Le marché est de plus en plus instable et une seconde inattention peut coûter très cher. Hier matin, à l'entrée de la bourse, les traders se préparaient à une nouvelle journée très intense. C'est de la folie. Génial, absolument génial. Très actif, hyper agité. On va encore gagner beaucoup d'argent aujourd'hui. Les prix montent et descendent sans arrêt. C'est très très volatile. Dès qu'il y a une nouvelle, le marché réagit. Et très agressivement. Il est très sensible. Natexi Commodity Markets est l'une des sociétés qui possède un droit d'accès au ring pour passer directement des ordres au sein de la bourse. Ici, une trentaine de personnes ont les yeux rivés sur les cours du marché tous les jours. Mais aucun de ces spécialistes du LME ne s'attendait à des hausses aussi vertigineuses des cotations.
en fin 2001, quand le prix du cuivre était à $1 500, $1 600, et ça bougeait $20, $30 par jour sur une journée très active, on n'attendait jamais $8 000. Non, et les prévisions de prix depuis 3 ans, ils ont toujours augmenté. Mais même on a touché des sommets jamais prévus. Maintenant, les autorités à Londres sont en train d'essayer de calmer un peu le marché en augmentant ce qu'on appelle les marges, c'est-à-dire la caution qu'il faut mettre pour tenir un contrat de métal. Ce qui inquiète les autorités boursières, c'est la très grande spéculation faite sur le marché. Depuis 5 ans, les besoins en métaux de la Chine ont augmenté considérablement, provoquant une hausse des prix. Un refuge idéal, selon cet analyste, pour les spéculateurs à la recherche de bons coups. Les investisseurs du monde entier se désespéraient. Le retour qu'ils avaient sur le marché des actions était décevant ces 5 dernières années. Ils étaient donc à la recherche de n'importe quel autre marché où ils pourraient faire plus de profit. Ils ont donc commencé à investir dans ce marché des matières premières, mais aussi dans les fonds de pension qui sont plus risqués et dans d'autres secteurs. Ils cherchent en fait tout ce qui peut leur permettre de faire des bénéfices. Des placements très rentables, mais aussi très risqués donc. Pour certains, la bulle spéculative va forcément éclater et l'euphorie des profits retomber. Bon, question de téléspectateurs après ce reportage très rythmé à la Bourse de Londres. Quels sont actuellement les métaux les plus recherchés pour leur prix? On va forcément faire un petit peu de cartographie de tout ça, mais voilà, Emmanuel H qui est en tête du podium. Les métaux les plus recherchés pour leur prix, le cuivre, le nickel. Le nickel, c'est le métal qui est actuellement le plus cher du LME, à environ $20 000 la tonne. Il était à $6 000 en 2001. Bon, pourquoi? Est-ce qu'on peut faire analyse déjà sur ces 2 produits, cuivre et nickel? Une analyse, c'est-à-dire comprendre pourquoi le cuivre le nickel a tant augmenté. Écoutez, le cuivre... Ce qui revient à dire dans quoi on les utilise. Exactement, voilà. Tout à fait. Le cuivre, vous l'utilisez dans la tuyauterie, vous l'utilisez dans la construction en général. Vous l'utilisez dans les réseaux de téléphonie. Donc, quand on dit ça, encore une fois, je suis désolé, mais je suis obligé de repartir en Chine. Oui. La Chine, c'est le premier réseau téléphonique du monde, c'est le premier réseau Internet du monde. Juste un chiffre, en 97, un Chinois avait environ 8 mètres carrés en moyenne, 8 mètres carrés de construction pour lui. Oui. Il en a 24 à l'heure actuelle. Donc la surface moyenne de construction pour un Chinois a triplé en 6 ans, 7 ans. Donc, pour construire, il faut du cuivre. Là, on peut pas. L'équation, elle est comme ça. Je prends un autre exemple. Oui, mais c'est déjà fascinant ce que vous venez de nous dire pour comprendre. C'est fascinant, mais je vous en donne un autre. La Chine a construit 20 000 km d'autoroutes entre 1997 et 2003. Bon, 20 000 km, ça ne vous dit rien. C'est juste 2 fois. C'est 20 fois pareil, l'île Marseille. 2 fois le réseau autoroutier français. C'est la moitié de la circonférence de la Terre. Oui, c'est la moitié de la circonférence de la Terre, nous dit Xavier Roffer. Vous imaginez qu'il faut 20 000 km de glissières de sécurité en aluminium. Vous dites comme ça, 40, parce qu'il y en a une de chaque côté. En plus, il y en a une de chaque côté. Même si on n'en met qu'une, si vous voulez, c'est complètement disproportionné quand la Chine se nourrit de matières premières. Donc, que ce soit en cuivre, que ce soit en nickel. Bon, le nickel, c'est quoi? C'est les casseroles, c'est l'électroménager. Encore une fois, je repars en Chine. Quel est le premier producteur mondial de produits blancs, ce qu'on appelle les produits blancs? C'est la Chine. Casserole, non, c'est pas le premier producteur mondial, mais vous avez une forte production chinoise. Et puis vous avez une élévation du niveau de vie en Chine. Et donc on passe de la casserole basique à la casserole en inox, qui est un dérivé du nickel. Le nickel, c'est pour ça que c'est aussi cher, parce qu'on en retrouve notamment dans tous ces frigos, micro-ondes. Dans tout l'électroménager. Électroménager en général. Et un peu en plus dans la construction, on en retrouve également. Alors, vous nous avez donné des chiffres en préparant cette émission. Cuivre, cours multiplié par 5, zinc, cours multiplié par 4, nickel, cours multiplié par 3,5, aluminium, cours multiplié par 2. Personne n'est épargné? Non, parce que même le plomb. Alors même le plomb, quand même. Le plomb, on l'a banni de toutes les constructions, on l'a banni de toutes les peintures. Mais le problème, c'est que le plomb, il est utilisé dans les accumulateurs électriques. Et quand, encore une fois, je repars en Chine, la Chine, c'est devenu le 3e producteur automobile mondial. Vous avez une batterie dans chaque voiture. Vous avez une construction de téléphones portables. Environ la moitié des téléphones portables sont fabriqués en Chine. 55% des ordinateurs portables sont fabriqués en Chine. Et 55%
des appareils photo sont fabriqués en Chine. À l'intérieur de tout cela, vous avez des accumulateurs électriques. Donc même si vous le bannissez de la peinture, des tuyaux et des logements en Europe, bah, vous avez une utilisation du plomb qui a augmenté en Chine et donc vous avez eu des fortes importations de plomb en Chine, donc ça fait augmenter les prix. Alors, en plus, si vous me permettez, vous avez par exemple dans le cas du plomb, c'est dans ce secteur-là où il y a eu la plus forte restructuration au niveau industriel en Europe. On a fermé toutes les usines de plomb au cours des années 90. Quand on parlait de Noyer-le-Godeau en France, c'était du plomb. Métal Europe, c'est du plomb. Est-ce que ça va avoir une répercussion? Alors, est-ce que ces augmentations que vous venez de quantifier, avec, on a bien compris, un pays énorme qui assure sa croissance et qui dévore, on va dire, les métaux alors que son rythme de vie lui aussi évolue, est-ce que ça va avoir des conséquences directement sur la vie quotidienne, par exemple, des Français? Est-ce que les prix d'un certain nombre de produits qui utilisent l'ensemble des matières premières que vous venez de nous décrire vont forcément augmenter? Et est-ce qu'on est déjà dedans? Eh bien non. Non. Non, parce que déjà, si ça avait augmenté, ça aurait déjà augmenté. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un mouvement qui dure depuis 2001. Vous regardez un petit peu les chiffres d'inflation, par exemple. On a environ 2% d'inflation en moyenne depuis 3-4 ans. Mais ce qu'on observe, c'est que l'industriel, effectivement, il va payer son cuivre, son plomb, son nickel plus cher. Voilà. Mais le problème, c'est que vous êtes dans un contexte de concurrence qui est exacerbé au niveau international. Vous ne pouvez pas reporter cette hausse des prix sur le prix du produit final. Donc l'ajustement, il ne se fait pas justement par les prix, il se fait par un autre biais. Alors certains pensent que c'est l'emploi, par exemple. C'est-à-dire que la marge d'ajustement, c'est l'emploi, notamment en Europe. J'achète mon cuivre plus cher, mais je paye moins cher mes ouvriers pour le... C'est pas que je le paye moins cher, c'est que je vais embaucher personne pour produire un petit peu plus ou pour faire plus de produits. Vous vouliez intervenir, Xavier Hofer? Oui, pour dire qu'un de mes collègues et moi sommes maintenant professeurs à l'école de Shenyang, qui est l'école où on forme les commissaires de police de Chine. Donc on va faire des cours à Shenyang. Alors pour vous donner une idée de l'échelle, Shenyang, c'est une ville qu'on a du mal à trouver sur la carte. 8 millions d'habitants, 3 aéroports. La ville, 8 millions d'habitants, c'est la ville de l'aéronautique, là où on fabrique des avions de chasse chinois et tout. Et les dirigeants de l'école de Shenyang, donc les principaux chefs de cette école des commissaires, nous ont dit que les Chinois, vous savez que c'est encore tout très régulé en Chine, étaient autorisés à avoir des voitures, à posséder des voitures par tranche de 20 millions. On envoie un beau jour une lettre à M. Wu ou à M. Lu en lui disant « vous êtes autorisé à avoir une voiture ». Pourquoi? Parce que si tous les Chinois qui voulaient une voiture pouvaient acheter une voiture au même moment, il n'y a plus de métal sur la Terre. Il y a peut-être à l'heure actuelle 500 millions de Chinois qui veulent des voitures et c'est interdit. Tout le monde ne peut pas avoir une voiture en Chine. Vous avez un beau jour une loterie ou un qui vous dit voilà, vous monsieur, vous pouvez avoir une voiture. Et ils ouvrent le marché petit à petit par tranche de 20 millions. Autrement, tout s'effondre. Bon, et on ne parle même pas du pétrole, c'est pas la peine de se faire... Non, c'est pas la peine. Voilà. Mais non, parce que si chaque 500 millions de voitures, si chaque Chinois consommait comme un Américain, il faudrait doubler la production de pétrole actuelle. Voilà, c'est tout simple. Petite parenthèse, on n'en est pas encore à voler des camions qui distribuent l'essence dans les stations, ou ça arrive aussi? Ça arrive. Ça arrive? Ça arrive aussi. C'est vrai que c'est un phénomène qu'on suit également pour voir s'il y a une évolution. Pour l'instant, non. Parce qu'avec le litre d'essence à 1,50 €, oui, mais... si je suis la logique de ce que vous nous expliquez depuis le début de cette émission... Oui, mais avec un paramètre quand même qu'il faut prendre en compte, c'est que stocker le produit d'un camion-citerne, c'est beaucoup plus difficile à écouler que d'écouler du métal. Je vous fais le tour des stations autour du périphérique en une nuit. Oui, mais c'est quand même des camions qui sont repérables. Ah bon. Ça ne se met pas dans n'importe quoi, ça ne se cache pas. Ça ne marche pas comme ça. C'est plus difficile. Mais ce n'est pas impossible que ça convoite, enfin qu'il y ait des convoitises. On utilise le cuivre aussi dans la bijouterie. Tout à fait. On fait de l'or rose. Bon, ça veut dire que... On mélange de l'or et du cuivre. Ouais. Donc il y a eu aussi une augmentation du coût, forcément, en tout cas de la matière première pour les bijoutiers. Tout à fait, oui. Tout à fait. Là aussi, on peut imaginer que, voilà, quand on a du cuivre qui augmente, ça puisse... J'ai été surpris tout à l'heure de votre réponse sur le braquage concernant les petites bijouteries. Vous sembliez nous dire que c'était un endroit où ça bougeait peu. C'est pas que ça bouge peu, il y a des braquages, mais je veux dire, on n'a pas une augmentation. On ne constate pas d'augmentation particulière, notamment à la hauteur de ce qu'on voit pour les métaux. L'augmentation dans les bijouteries, c'était en 2000. Il y a eu, en 2000-2001, on a fait des courbes là-dessus. Il y a eu une très forte augmentation des braquages de bijouterie, notamment les attaques avec des masses, vous savez, en défense américaine. Et il y a eu une sécurisation. Alors, ils sont passés
aux bijouteries de centres commerciaux qui n'étaient pas protégées. Et là, il y a eu une sécurisation et donc c'est retombé. Je vous dis, c'est un milieu opportuniste et donc on fait une cible. Après ça, ça a été les maisons de change, les bureaux de change. Puis maintenant, voilà, c'est les transports de cuivre. Alors avant de passer aux questions justement relatives directement au transport, est-ce qu'on a dit l'essentiel de ce qu'il fallait dire sur la question des métaux? Si, enfin, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, si je vous comprends bien. Mais écoutez, parce que la Chine ne va pas stopper son... J'ai envie de dire, on a envie de dire que on dit toujours que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, mais quand on l'a dit, on n'a rien dit finalement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on ne s'attend pas à une décélération massive des cours. Il faut quand même voir que si c'est la Chine donc, qui mène en fait le bal, qui est le véritable aimant, on peut utiliser ce terme-là pour les métaux non ferreux, si c'est l'aimant sur les marchés, il faut quand même voir que 2008, il y a les JO à Pékin. 2010, il y a l'exposition universelle à Shanghai. Le programme chinois, c'est quand même d'essayer de relier les campagnes et les villes, donc c'est de faire de l'infrastructure, de la route, des ponts, tout ce que vous voulez. Donc, quelque part, pourquoi voudriez-vous que ça ralentisse? Surtout que derrière la Chine, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, même si on n'a pas le même schéma de développement, qu'il y a un énorme pays qui a à peu près le même nombre d'habitants, qui est l'Inde, qui commence à émerger également? Alors maintenant, nous allons terminer les reportages de cette émission en apothéose avec le vol de fret et de containers. On l'a commencé à l'aborder tout à l'heure sur l'autoroute du Nord. On patrouille désormais la nuit pour protéger les poids lourds. On a même vu de faux gendarmes braquer des convois. On recenserait 150 cas pour l'an dernier. Les braqueurs, vous l'avez compris, ont du travail devant eux et sont souvent très bien informés ou renseignés. Reportage Romain Clément, Yvan Bastion. L'autoroute entre Lille et Paris, un axe clé du transport routier, une voie royale pour les pillards des routes. Comme chaque nuit, les gendarmes recherchent ces bandes organisées, souvent originaires des pays de l'Est, qui mènent de véritables opérations commando. Braquage, vol avec violence et tendance nouvelle, vol après un faux contrôle de gendarmerie. La plupart des actions sont menées de nuit, sur des aires de repos. Ils commettent on appelle ça des virgules en fait avec un cutter ou un couteau à plusieurs endroits du chargement en général. Donc ils observent la présence ou non de matériel qui les intéresse. Et à partir de ce moment-là, ils découpent un peu plus ou ils ouvrent par l'arrière et ils déchargent le chargement. Et l'équipe effectivement de ramassage vient récupérer le matériel. Gendarmerie. Bonjour monsieur, la gendarmerie. Oui. Une petite question, il y a une entaille sur votre bâche. Elle y était déjà? Une petite entaille, toute petite. De ce côté-là, oui. Elle y était? Oui, oui. Et il y en a une autre de l'autre côté, c'est du carton. Il y en a une autre de l'autre côté, ça n'a pas été fait sur l'air, ça a été fait ailleurs? Non, ça n'a pas été fait ici, non. D'accord, très bien. Bah, excusez-nous. Bonne nuit, monsieur. Ça surprend un peu la nuit, mais enfin... Non, mais on vérifie, parce que c'est vrai qu'avec les vols de fret, il vaut mieux être prudent. Oui. Voilà, bonne nuit, monsieur. Excusez-nous, au revoir. Après une envolée entre 97 et 2002, plus 85%, les vols de fret se seraient stabilisés. Mais la plupart des routiers préfèrent éviter certaines aires de l'Essonne ou encore de l'Oise, véritable point noir du trafic. Et pour préserver leurs camions d'éventuelles dégradations, quand la marchandise n'est pas jugée sensible, certains n'hésitent pas à laisser la porte grande ouverte. Et Noël, le 708, là, il marchait bien, hein, il n'y avait pas de désordre, hein. Il est impeccable. Raymond Cordier est patron d'une société de transport. Sa flotte, 300 camions, sillonne l'Europe entière. Les vols de fret, il en déplore près d'un tous les 15 jours. Un coût total de 100 000 € par an. Première cible et conséquence de la hausse du prix de l'essence, le gasoil. On trouve aussi au hit parade des objets les plus volés, le matériel hi-fi, photo-vidéo et les spiritueux. Bonjour Monsieur Cordier. Alors, t'as eu des misères vendredi? Oui, on m'a pris du gasoil. Les bouchons fermés, quoi. Ils étaient fermés, mes bouchons. Qu'est-ce qui vous est arrivé? On m'a pris du gasoil sur la Toyota 5. C'est fait siphonner du gasoil? Ouais. Combien de litres à peu près? Oh, 100 litres. 100 litres. Ils ont caché les bouchons? J'avais fermé la clé, moi, ils sont fermés la clé, mes bouchons. Et puis, ils me les ont explosés, quoi. Dans le temps, on cherchait un coin isolé pour dormir. Aujourd'hui, ben non, on se regroupe ensemble, de façon à ce qu'il, malheureusement, il y a un problème. Les autres conducteurs ou autres essayent de faire face et essayent d'aider. Ou du moins, malheureusement, en général, tous les camions sont hélas coupés. Je pense, s'il tombait sur un bandit de grand chemin, il passerait un sale quart d'heure. Raymond Cordier va recevoir bientôt 30 camions comme celui-ci, à bâche renforcée et équipés d'un système GPS. On a 30 véhicules qui arrivent, qui sont en test. Et le fait de toucher les portes à l'arrière, de toucher
les rideaux sur le côté, automatiquement il y a une alarme qui se déclenche dans la cabine où le conducteur est, ou automatiquement sur le centre de gestion d'exploitation de la société. À quelques kilomètres de Roissy, cette aire est l'une des premières du genre en France. Entièrement sécurisée, réservée aux routiers, l'accès y est contrôlé, l'espace est vidéosurveillé et entouré par un grillage de plus de 2,50 m de haut. Un service qui tranquillise les chauffeurs comme leur patron. J'ai du matériel, disons, qui est assez délicat. Ici, je vais passer une nuit calme, sans me poser de questions de vol de gasoil ou de vol dans ma remorque. Voilà, c'est tout. Mais par contre, il n'y en a pas assez. En France, il n'y en a pas assez. Moi, j'en connais pas beaucoup, à part celui-là, c'est tout ce que je connais. Il existe en France pour le moment 8 parkings sécurisés pour poids lourds. D'autres sont en construction. Il faut compter en moyenne entre 20 et 30 € par nuit, mais beaucoup sont déjà prêts à mettre le prix. Bon, alors on a franchi une étape supplémentaire avec ces questions de taxes de transport. On évoquait tout à l'heure les vols de diligence. Il y a une première question de téléspectateurs, c'est les chauffeurs routiers touchent-ils une prime de risque? Non. La question va se poser. Hein. Non, la question se posera peut-être. Ouais. On a entendu dans le reportage le dirigeant de l'entreprise qui disait si on attrape un voleur, il va passer un mauvais quart d'heure. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Les consignes que nous donnons à nos chauffeurs, c'est vous êtes confronté à une action malveillante, vous ne faites rien. Vous donnez vos clés, vous laissez le camion partir, la marchandise partir. À nous, avec le concours des forces de police, de récupérer la marchandise après, de la retracer. Mais surtout pas de mettre en danger la vie du chauffeur. Le chauffeur est là pour conduire sa marchandise du point A au point B. Et surtout pas là pour prendre un mauvais coup et faire face à des acteurs malveillants. Alors, on va reprendre un certain nombre des éléments évoqués dans le reportage. Est-ce que les aires de repos sont devenues effectivement un vrai problème? Alors, les aires de repos sont incontestablement un vrai problème. Mais comme ça a été aussi dit dans le reportage, il y en a 8 en France qui sont réellement sécurisés. Donc 8 pour je ne sais combien de milliers de camions en France, c'est complètement insuffisant. Autre chose... C'est beaucoup mieux ailleurs? En Angleterre. En Angleterre, les Anglais ont été très réactifs sur le sujet et ont véritablement déployé un grand nombre d'aires sécurisées et le résultat est satisfaisant. Mais Xavier Hofer l'expliquait très justement tout à l'heure, c'est une escalade. Le vol de fret a commencé dans les années 97, comme je vous le disais, par le vol dans les entrepôts. Parce que, tout simplement, les transporteurs n'étaient pas équipés en vidéosurveillance, en détection d'intrusion et autres. Face à la récurrence des vols, ils se sont équipés. Nous nous sommes équipés et donc on a transféré le vol qui se passait dans les entrepôts au vol sur la route. On a aujourd'hui 70% des vols de fret qui se passent sur la route. Pour la 70% du vol de fret se fait sur la route, donc pendant le transport effectif. Pendant le transport. Que ce soit le transport durant la nuit sur les grands axes ou en phase de livraison. Mais 70% des vols de fret se passent sur la route. Les entrepôts qui sont aujourd'hui visités sont des entrepôts qui ne sont pas équipés en détection d'intrusion. Et donc c'est de l'opportunisme pur et dur. Voilà. Et j'en reviens à ce qui se disait quand même dans le reportage, vous êtes sûr que les camionneurs ne vont pas au fur et à mesure avoir envie de s'équiper avec des armes, etc. Il y a les consignes officielles, mais bon... Au sein de la Fédération française de transport et de logistique de France, qui représente 5000 sociétés de transport, donc assez représentative, le mot d'ordre est de dire, oui, équipez-vous en GPS, prenez... transportez la marchandise avec des camions en coque dure, évitez les camions bâchés. Il y a des moyens à équiper en alarme, ainsi de suite. Mais excusez-moi, là vous êtes en train de nous dire d'une certaine façon qu'on va passer de la bâche au blindage. Non, pas du tout. Entre les deux, il y a peut-être une marge. Pas du tout. J'ai parlé de coque dure. Donc c'est plutôt qu'une coque dure, c'est une coque en résine, tout simplement. Mais il est beaucoup plus facile de mettre un coup de cutter dans une bâche que dans une coque dure. Alors, on ne parle absolument pas de blindage. Par essence, des métiers comme le vôtre ont une vision nationale. Est-ce que du coup, on peut dire qu'il y a des régions qui sont quand même plus dangereuses, plus sensibles que d'autres? Et si oui, lesquelles? L'Île-de-France, incontestablement, et la région PACA. Incontestablement, ce sont les deux grandes régions, mais les deux grandes régions aussi où nous retrouvons, et Xavier Hofer, je pourrais étayer ça, tout comme le colonel Schneider, où nous retrouvons les grandes familles du crime organisées. Que ce soit des familles itinérantes ou des familles plus sédentarisées, mais où nous retrouvons les grandes familles du crime et aussi les grands axes, et donc deux régions à forte activité.
Autre chose, en préparant cette émission, vous nous avez dit, finalement, en ce moment, on ne voit pas d'augmentation des chiffres de vol en tant que tel, mais en revanche, on est de plus en plus inquiet de la nature des attaques qui seraient de plus en plus violentes. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples pour qu'on comprenne? Alors, jusqu'à il y a peu de temps, nous avions deux grandes familles d'acteurs malveillants, hein. Les opportunistes, comme ça a été dit tout à l'heure, le voleur qui se lève le matin et n'a pas forcément pour idée d'aller voler, mais si jamais l'opportunité passe sous son nez, il va profiter de l'occasion et il va voler un camion, il va voler un téléphone portable sur une chaîne de tri. Il va agir par opportunisme pur et dur. Le professionnel, autre deuxième grande famille, qui là va agir toujours selon 4 grandes phases. L'initiation, la reconnaissance, l'action et le repli. Initiation, qui a-t-il à voler et où est-ce que je peux voler? La préparation, est-ce que c'est difficile de voler? L'action, elle doit être rapide, une vingtaine de minutes maximum. Et le repli, il faut que je puisse stocker la marchandise et surtout ne pas me faire prendre. C'est la recherche de l'impunité. Là, on est dans le crime organisé, là. Pour répondre à votre question, aujourd'hui, avec les moyens qui sont déployés et la sensibilisation que nous avons fait auprès des transporteurs, l'opportuniste a vraiment beaucoup plus de difficultés à agir. Par conséquent, nous nous trouvons confrontés à des acteurs professionnels qui, là, sont déterminés. Donc, on n'a plus de chapardage comme on pouvait avoir jusqu'il y a peu, mais par contre, ils ciblent des camions de vidéo, des camions de spiritueux, et donc il n'y a plus cet éclatement qu'il pouvait y avoir où l'opportuniste allait voler un camion de couche-culotte et ne sachant quoi en faire, allait les laisser sur le bord de la route. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des vrais commandos? Tout à fait, bien sûr. Je vous parlais tout à l'heure de l'exemple qui nous est arrivé sur l'autoroute A1, mais c'est fréquent de faux douaniers, de faux gendarmes, de faux policiers équipés de voitures rapides, d'armes automatiques et extrêmement déterminés dans leurs actions. Excusez-moi, Philippe Schneider, mais vous avez déjà, c'est un peu idiot, mais vous avez déjà suivi et pisté des faux gendarmes? Bien sûr, oui. Pas plus gyrophare contre gyrophare? Oui, non, mais tout à fait. Puis ils n'ont pas d'état d'âme, c'est-à-dire qu'ils circulent avec le gyrophare sur le tableau de bord dans les centres commerciaux. Nous avons pas plus tard que, je dirais, il y a. Mais où est-ce qu'ils piquent des uniformes comme le vôtre? C'est toute une logistique. Non, c'est pas forcément les mêmes. Ce sont les mêmes couleurs, le même type de chemise, etc. Et puis ça se vend dans le commerce. Il y a des établissements qui vendent ce genre qui vendent des uniformes. Alors normalement, ils sont censés contrôler les personnes qui les achètent, mais c'est pas toujours le cas. Et puis après, vous avez tout ce qui peut se recruter. Vous en trouvez aussi sur les brocantes, vous en trouvez un peu partout. Cinéma. Alors au cinéma, les acteurs de cinéma, bien évidemment, se pourvoient aussi en équipement de cette nature. Et donc je ne vous demande pas où vous avez acheté votre uniforme. Mais moi, tout est parfaitement réglementaire. Ah bon. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, nous suivons ce genre d'équipe. Il y a 15 jours, tout ça pour vous raconter une simple histoire. 4 voyous que nous surveillons sont partis à la chasse aux camions. Ont raté un premier camion parce que tout simplement ils sont descendus avec brassard police, gyrophare, etc. Et le conducteur est remonté. Je crois que le conducteur n'a rien vu du tout. Bon, et puis on les a vus sillonner quasiment toutes les heures de France. Ils ont fait 600 km en une journée pour finalement trouver un camion qu'ils ont interpellé. Le conducteur a été placé dans le coffre du véhicule des malfaisants pendant 6 heures. Ça, c'est quand même un sérieux problème de stress pour le conducteur. Le camion a été déchargé dans un autre camion préalablement volé, exactement comme les métaux. Le camion volé du jour a été brûlé. Donc là aussi, les transporteurs ont un préjudice qui n'est pas seulement la marchandise, mais qui est aussi le véhicule. Bon, et puis après, ceux-là, nous les avons interpellés. Il y a une saisonnalité. Je veux dire, est-ce qu'on vole du champagne à Noël et en ce moment des plasmas pour la Coupe du Monde, pour reprendre l'exemple de début d'émission? Il n'y a pas de saisonnalité en termes de quantité de produits volés. En revanche, la nature des produits volés change, effectivement. Comme disait M. Richard tout à l'heure, quand on approche des fêtes de Noël, on vend mieux ce qui se consommera pour les fêtes ou ce qui s'offrira. Et puis aussi, on voit des besoins. Quand un pays a besoin de pneumatiques, on verra partir des Michelin, par exemple. Il y a des cycles dans le vol? Ce cycle de saison lié aux fêtes particulières. Il y a aussi les grandes fêtes traditionnelles des pays de l'Est, où là, on voit des produits qui partent vers les pays de l'Est. Parce qu'on a vraiment, quand on parle d'opportunités, ce ne sont pas les mêmes populations. On a des équipes qui sont des groupes de 10 à 15 d'une même famille, qui changent très vite de pays en pays, qui sont capables de partir de Paris et de descendre jusqu'à Marseille, de faire ce qu'ils ont appelé, nous on appelle ça des trappes, et là je crois qu'ils appellent ça des virgules, c'est-à-dire ouvrir une cinquantaine de véhicules, regarder ce qu'il y a dedans. Si ça ne les intéresse pas, ils passent au suivant. Et si ça les intéresse, à ce moment-là, ils ouvrent plus, ou alors ils cassent les cadenas des portes arrière, et ils chargent avec des petits utilitaires avec lesquels ils sont venus.
Alors, et puis alors tout peut partir, des yaourts, on parlait de couche tout à l'heure. En fait, ce qui va se consommer, ce qui pourrait être vendu pour être consommé, c'est d'abord alimentaire. Et puis ensuite, ça part vers les pays de l'Est, par des transporteurs normaux. On vole des palettes de yaourts? Bien sûr. De produits de lessive. Du lait en poudre. De la lessive. La lessive. Et ça repart. Alors c'est consommé sur place, c'est vendu pour ces populations qui sont quand même pas en situation facile sur notre territoire. Et puis le reste repart vers les pays de l'Est. Et puis alors après, on a les vraies équipes de délinquants qui, elles, sont celles qui ciblent les camions, qui choisissent très exactement le camion qu'elles veulent. Et là, passent à l'agression du conducteur. Vol à main armée, faux gendarmes, etc. Ce ne sont pas les mêmes. Ils ont parfois des informations dans les entreprises? Forcément, parfois, oui. C'est un souci pour vous, ça veut dire comment on fait pour... Voilà, parce qu'entre la palette de yaourt et les ordinateurs ou les téléviseurs plasma, il y a une différence de prix. Je vous parlais de l'initiation tout à l'heure. Bien évidemment, le grand banditisme est initié, donc il sait ce qu'il va voler. Donc bien évidemment, là aussi, grand souci de la confidentialité des marchandises transportées. Donc les bons de livraison sont anonymes, c'est des numéros. Donc le chauffeur ne sait même pas, les palettes sont filmées en noir, donc le chauffeur ne va même pas savoir ce qu'il va transporter. Seule une poignée de personnes, chez TNT ça se passe comme ça, une poignée de personnes sont au courant de la marchandise transportée. Ce qui permet d'éviter tout problème et aussi d'éviter au chauffeur un stress en disant je transporte des lecteurs DVD pour une certaine somme, je risque de me faire braquer. Non. Il ne le sait pas. Est-ce qu'on retrouve des bandes organisées qui travaillent, qui peuvent aussi bien faire dans la journée du vol de transport routier et après aller attaquer les distributeurs automatiques de billets? Enfin voilà, est-ce que des familles travaillent professionnellement dans l'ensemble de la palette des métiers qu'on vient d'évoquer, Xavier Hofer? Je vais vous répondre, mais d'abord pour vous donner une idée du professionnalisme de certaines équipes. Une équipe qui était en train d'attaquer un camion sur une aire où il y avait une vidéo. Les types avaient des cagoules, ils étaient en train d'encercler et de voler dans le camion et ils avaient un chronométreur à côté d'eux. Le type qui disait 4, comme ici, là pour l'émission, 1 minute, 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes. Et donc le type leur disait le temps qu'ils avaient avant que le centre de police ou de gendarmerie soit prévenu. Pour l'instant, on n'a braqué personne. Hein, non, mais j'espère bien. Permet de le signifier. En présence d'un colonel de gendarmerie. Oui, c'est vrai, voilà. Enfin, s'il est vrai, puisque... À supposer qu'un criminologue, on ne pourrait pas vous fréquenter autrement. Non, mais simplement pour dire que ce sont des gens extrêmes. On ne parle pas des opportunistes, mais les professionnels, ils sont très pour 1 minute. Ils savent qu'ils ont 4 minutes pour l'opération. Et c'est la raison pour laquelle les camions à coque dure leur posent un vrai problème, parce qu'on ne peut pas faire 30 trous dans la coque en 5 minutes, comme ça, dans le temps où on le faisait à l'intérieur. Mais pour en venir à votre question, vous avez donc des individus qui ont 2 formes de criminalité. Il n'y a pas métier par métier, comme je vous le disais, mais il y a des étapes à l'intérieur des métiers. Il y a une étape où on fait n'importe quoi, très vite, tout ce qui passe à la portée pour accumuler du capital, et après ça, on discrimine. Le hashish ou l'héroïne, les trafics d'armes, se maintenir dans la prostitution. Et donc pour des bandits en début de carrière, c'est tout ce qui passe à la portée. On a vu des équipes, dont une a été arrêtée dans l'Essonne il y a à peu près 1 an de ça, qui faisaient les saucissonnages, vous savez, aller à domicile des gens, les attacher, soit ouvrir le coffre, soit faire donner les bijoux, qui faisaient le carjacking et qui faisaient les vols de fret aussi. C'était des activités connexes, qui sont des activités qui ne sont pas très gourmandes en renseignements. Oui. Il suffit d'aller au bistrot, de voir des gens, de leur parler, etc. Ce n'est pas extrêmement sophistiqué, quoi. On est dans une activité assez primaire. Et donc, à ce niveau d'activité primaire, il y a les équipes qui coulent et les équipes qui surnagent. Les équipes qui coulent, ils sont arrêtés au bout d'un moment. Et puis les équipes, comme celle dont nous parlait le colonel, et puis celles qui surnagent, ils passent à des formes de criminalité plus sophistiquées, moins risquées immédiatement et sur le champ, et plus lucratives. On passe maintenant aux questions SMS et Internet. Alors, première question de téléspectateur. Une crise majeure du marché des matières premières n'est-elle pas inéluctable? Une crise majeure, c'est-à-dire une baisse des prix? Une crise majeure, ça veut dire un moment où ça augmente, soit une pénurie, soit une augmentation des prix telle qu'on soit en situation de vrais problèmes économiques. Je veux dire, à la lumière des chiffres que vous avez donnés dans cette émission, ça me paraît logique qu'on nous pose la question. Après, la réponse, je ne peux pas la faire. Moi. Non, mais je comprends bien. Est-ce qu'il y a un niveau de prix après lequel il pourrait y avoir une récession économique mondiale? À quel moment le Chinois ne s'équipe plus en cuivre, quoi? Je pense que ça, mais il a déjà des difficultés à s'équiper en cuivre, quand même, parce que lui aussi, il paye son cuivre très très cher. Même les autorités chinoises essayent en ce moment on va dire, de réduire l'investissement justement dans les industries qui sont fortement consommatrices de cuivre. Ils ont récemment relevé leur taux d'intérêt. Donc on essaie quand même de calmer le jeu.
voyez. Mais au-dessus, on va dire, des fondamentaux, il y a aussi un côté spéculatif qui est là. Et donc, il va y avoir une correction, de toute façon, à la baisse des cours, si vous voulez. Mais ils vont rester quand même très élevés. Mais alors, donner un niveau de prix pour lequel, on va dire, on rentrerait en récession, là, c'est... Non, on ne peut pas... Je ne peux pas répondre. Les métaux sont-ils fondus avant d'être expédiés en Asie ou sont-ils envoyés en l'état sur ce que vous savez, colonel Schneider? Les deux. Non, on est tombé sur les deux cas de figure. Vous avez retrouvé, enfin, excusez-moi, j'allais vous dire, des usines où on fondait... Mais on arrête régulièrement des gens qui récupèrent le métaux auprès des voleurs et qui le transforment. Avec tout le matériel qui va autour. Ah oui. Pourquoi n'y a-t-il pas de contrôle dans les fonderies? Ben tiens, voilà une autre question. Mais il y a des contrôles. Il y a des contrôles régulièrement. Le problème, c'est que c'est très difficile parce que c'est un contrôle qui se fait le plus souvent a posteriori, à la lecture des livres de police. Donc c'est très difficile de faire un rapprochement entre Dupont qui a vendu par exemple 1,5 tonne de cuivre aujourd'hui et le vol d'1,5 tonne de cuivre la veille. Parce que quand on arrive, il n'y a plus de cuivre, ou il est fondu. Les ferrailleurs traditionnels souffrent-ils de cette nouvelle concurrence? Oui, alors ça, c'est l'autre question. Pour ce que vous en comprenez. Si vous voulez, il y a le ferrailleur, il y a celui qui affine et puis il y a celui qui transforme complètement. Oui. Je pense que ceux qui en souffrent, c'est ceux qui, traditionnellement, recevaient le métal du ferrailleur brut pour l'affiner et le mettre à l'usine de transformation. Je pense qu'ils ont de plus en plus de difficultés. Oui. Je crois qu'il n'y a plus qu'un seul transformateur en cuivre en France, me semble-t-il. Les peines encourues sont-elles moins importantes que lors d'un casse classique? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de ces attaques. Entre un vol à main armée classique où il n'y a plus grand-chose à gagner dans les agences bancaires, d'abord parce qu'elles sont beaucoup protégées, et puis ensuite parce qu'il n'y a pas des sommes colossales dans les agences traditionnelles, et le vol dans un camion de fret ou un fret, on peut avoir 4 millions d'euros de chargement. Et le métal, c'est pareil, 87 000 euros. Et si c'est un vol simple, eh ben on a une peine qui peut aller au maximum à 3 ans d'emprisonnement, peines qui sont très rarement prononcées à ce niveau, c'est toujours en deçà. Voire même parfois pas grand-chose. Peine d'autant que fait que 55% en plus. Donc là, vous nous dites qu'il y a un second effet, enfin, il y a un effet d'opportunité par rapport à la nature des produits volés, et après il y a un effet d'aubaine par rapport à la peine encourue, si je vous souviens. Toujours. Le crime organisé fonctionne toujours selon une logique coût-bénéfice. Si vous allez trafiquer du crack aux États-Unis et prendre perpétuité pour 5 grammes de crack, ou si en trafiquant des déchets toxiques, vous allez gagner autant et plus d'argent en allant les abandonner sur une plage en Somalie et vous allez avoir une amende de 10 000 $ en tout et pour tout. Et encore, celui qui s'est fait prendre, pas le type qui est en haut de la chaîne, vous n'hésitez pas. Donc il était question de gagner beaucoup d'argent et le plus possible en prenant des risques, mais le moins possible. C'est toujours la logique criminelle. En Allemagne, on récupère séparément les canettes de boissons en aluminium. Pourquoi pas en France? Mais ça se fait en France, non, maintenant, je sais pas. Prix sélectif. Prix sélectif, oui. Peut-on craindre de voir des gangs voler la nuit toutes les gouttières en zinc d'un quartier? Moi, ça me fait rire. Vu ce qu'on décrit ce soir, moi, je commence à me demander si c'est pas possible. Alors, au rayon gouttière, mon colonel. Au rayon gouttière, je crois que c'est pas le zinc qui doit inquiéter, c'est le cuivre. Quand vous achetez une maison aujourd'hui, on vous conseille la gouttière en cuivre à vie. C'est plus du tout sûr. De la garder à vie, quoi. De la garder à vie, oui. Et il y a des plaques d'égout qui sont volées aussi. Ouais. Les plaques en fonte. Ça, c'est à Hong Kong. Enfin, non, mais pas là. On vole tout. On vole des panneaux publicitaires, on vole des panneaux de signalisation aujourd'hui. Encore récemment, on a trouvé chez un receleur ou un recycleur, comme vous voudrez, des canons en bronze du XVIIIe siècle. Tout part. Des statues, des statues monumentales dans la région de Verdun sont parties, les têtes, tout s'en va. Le Clémenceau serait-il en réalité une mine d'or? Ça, c'est drôle. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, quand j'ai entendu qu'il avait appareillé ce matin, je me suis dit exactement ça. C'est-à-dire que je me suis dit, on a quand même devant nous, bon, il faut le désamianter, mais c'est quand même, au prix de la tonne de ferraille, c'est un bijou. Bon, bah, écoutez, on demande de passer un petit coup de fil, enfin, ou plutôt le ministre de la Défense peut vous passer un petit coup de fil pour en parler. Si on vendait la Tour Eiffel, combien pourrait-on en obtenir ce soir? C'est 10 000 tonnes d'acier. Non mais voilà, 10 000 tonnes d'acier, c'est une fortune ou pas? 10 000 tonnes d'acier, oui, c'est une fortune, oui, au prix de l'acier, oui. Il faut la vendre à Monsieur Mittal. Je ne peux pas vous dire combien on la valorise, parce que le prix de l'acier, il n'y a pas un prix unique, si vous voulez. C'est selon la qualité de l'acier employé. Donc c'est très difficile à évaluer, en fait, le prix de la Tour Eiffel. Mais encore une fois, c'est un bijou. Ces voleurs de métaux agissent-ils à la demande? Alors ça vient à poser la question de savoir s'il y a des commanditaires. Je vois que vous réagissez. Oui, naturellement. C'est-à-dire que, notamment en Asie, vous avez des intermédiaires un peu véreux
qui font savoir qu'ils sont preneurs de telle quantité. Mais ce n'est pas uniquement les métaux, ça porte aussi sur le pétrole. Il y a des gens qui sont venus nous voir parce qu'ils n'avaient pas d'ordinaire de contact avec les forces de police et tout. Ils sont renseignés en disant voilà, il y a des gens qui sont venus nous voir en disant procurez-nous du pétrole à n'importe quel prix et n'importe quelle quantité. Et on ne veut pas savoir d'où il vient, mais s'il y en a suffisamment, vous toucherez une belle commission, quoi. Donc il y a des gens qui sont des pousses au crime et qui, alors des fois ça tombe sur des gens vertueux qui disent je ne mange pas de ce pain-là, puis d'autres fois ça tombe sur des individus douteux qui cherchent et puis qui finissent par trouver, quoi. Mais il n'y a pas uniquement des gens qui prennent l'initiative de voler ceci ou de voler cela et après ça d'aller le proposer à des fourgues, il y a également des commanditaires. Quelles sont les conséquences de ces trafics pour les consommateurs? Est-ce que ça a un impact, j'allais vous dire, sur la personne qui paye ses impôts, qui achète son téléviseur plasma sans le voler et qui va dans une grande surface pour trouver son petit morceau de zinc pour son toit? Incontestablement, sur le consommateur, mais aussi sur l'entreprise. Une entreprise qui se fait voler comme ça peut perdre des emplois à terme. Merci beaucoup les uns les autres d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain en public et en direct à 17h50. Et puis je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission sur le câble, le satellite, la DSL et la TNT aux alentours de 22h. Bonne soirée, à demain.